Damn les gens! Damn les gens! Hey. Exceptionnel, damn les gens, bienvenue. Il est complètement fou, putain, mais c'est exceptionnel. Bienvenue les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. Et, mais on est de retour au moins pour continuer notre petite aventure du séminaire. Et aujourd'hui, je voulais un peu vous parler, c'est un peu hors sujet par rapport à la timeline des événements, c'est-à-dire là on est en fin de saison. Mais bon, c'était par rapport à un questionnement que j'avais eu le mois dernier déjà, par rapport à la préparation de matchs. Et donc, même si maintenant les matchs, tout ça, c'est terminé, on est en fin de saison, c'est pas grave, on va s'y replonger dedans. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de comment est-ce qu'on construit l'avant-match, en fait pour l'année prochaine, en off-saison, etc. Avoir ces questionnements-là qui peuvent cogiter pendant la off-saison et voir comment est-ce qu'on peut mettre en place certaines choses et mettre en place certaines séances pour nos athlètes, Voilà. Du coup, j'avais une petite question à vous poser. En fait, c'était quoi l'objectif de la préparation physique? D'après vous, c'était quoi l'objectif de la préparation physique? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour travailler et qu'est-ce qu'on veut amener notre athlète à faire? Est-ce que vous pourrez m'apporter certaines informations, les gars? Moi, je peux commencer si tu veux. Ouais, Je vas-y. vais reprendre un peu la définition du gars qui c'est sur les réseaux, je me souviens même plus de son nom. Celui qui est en thèse au Canada, il me semble, un chauve, qui parle pas mal de prépa physique. Et j'avais bien aimé sa définition sur t'emmènes un athlète d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Donc en fait, on veut qu'il atteigne des qualités physiques le plus rapidement possible pour répondre à une demande dans son sport. C'était un peu ça que j'avais vu. Et du coup, bien sûr, il y a le côté... pour moi, c'est un côté en plus, et c'est pas forcément dans le continuum de la prépa physique, mais c'est plus un truc en plus, et du coup, sans atteindre à sa santé physique et mentale. Si on rajoute le côté mental. Ok. Baudouin, t'aurais quelque chose, toi? Moi, je dirais comment l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser les qualités physiques du coup pour un préparateur physique en vue d'atteindre un objectif et en fonction d'un contexte donné, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contextes, le matériel à disposition, l'expérience de l'athlète, etc. Et du coup faire preuve de capacité d'adaptation pour répondre de la meilleure des manières à une échéance, à un objectif pour ton ou tes athlètes. Ok. Closet, t'aurais quelque chose Pose la question, s'il te plaît. En gros, j'ai demandé, pour toi, en fait, ce serait quoi l'objectif de la préparation physique? C'est quoi, selon toi, ce pourquoi tu travailles, en fait, tous les jours avec tes athlètes? Tu veux les amener vers quoi? C'est quoi l'objectif, en général, de la préparation physique, selon toi? Optimiser les qualités physiques relatives à un sport et améliorer améliorer ou travailler sur les KPI, donc Key Performance Index. Et donc, si dans le judo, le plus important en 1, ça va être ta puissance dans rotation pour X ou Y raison, ça on va travailler ça, on va essayer d'optimiser ça via nos connaissances. Et si en 2, ça va être au niveau des qualités énergétiques, ça va être au niveau anaérobie par exemple, ton anaérobie lactique, ça va être ça va être la préparation physique, c'est cibler, identifier les KPIs de chaque sport et travailler dessus en les optimisant. Ok. Bon. En soi, c'est génial, tout ce que vous avez dit. Moi, je suis complètement d'accord. Pardon? Et toi, ta définition? Écoute, j'en viens. Je suis complètement d'accord avec vous. Et en fait, c'est très complet. Où en fait, ce qu'on veut, c'est développer les qualités physiques d'un athlète pour performer, pour être plus fort, plus performant lors de sa compétition, lors de son match. Là, je dézoome énormément. Mais pourquoi, là où je voulais vous emmener, c'était dans la préparation d'un match, d'une compétition, et en soi, l'athlète, il vient nous voir parce qu'il veut être meilleur pour ses compétitions. Donc en fait, nous, ce qu'on veut dans la préparation physique, c'est préparer à la compétition.
en général. Et d'où, moi, ma question, où en fait, j'en suis arrivé à me poser des questions. En fait, je ne sais plus si vous vous souvenez, lors de ma présentation du microdosing, à un moment donné, il y avait un petit paragraphe sur le resistance priming, donc en fait sur la méthode priming en général. Et en fait, la méthode priming qui est en fait une méthode de travail pour préparer au match, pour préparer le système nerveux à un match, pour préparer aussi pas que seulement que le système nerveux, mais aussi le système donc neuromusculaire, le système musculaire d'une manière générale, mais aussi le système articulaire. Comment est-ce qu'on prépare? Quelles sont les différentes influences qu'on va avoir au niveau physiologique et aussi du coup quels sont les résultats liés à une séance de musculation, une séance de préparation physique avant un match, etc. Donc, c'est ça que je voulais aujourd'hui aborder, c'était la méthode priming, qu'on peut ou appeler resistance priming, ou aussi qu'on peut aussi retrouver dans delayed potentiation. Okay. Nous, on va d'abord se demander, mais en fait, c'est quoi? Est-ce que vous avez quelques informations concernant ce resistance priming, ou en tout cas la méthode priming, tous? Je pense qu'on en a déjà tous beaucoup entendu parler, mais ensuite, voilà, est-ce qu'on rentre un peu plus dans les détails? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je sais pas, j'ai pas vu. On va essayer de taper sur le système nerveux, mais à une échelle un peu plus, on va dire, plutôt de manière aiguë, au lieu d'avoir une adaptation chronique, dans le sens où, je sais pas, je travaille la vitesse toutes les semaines ou 2 fois par semaine, où je vais vraiment créer, si on reprend ce fameux modèle de surcompensation qui est plus ou moins exact, mais des fatigues beaucoup plus cumulées, où va y avoir des effets résiduels plus longs, mais en visant une amélioration sur le long terme. Là, on va chercher à non pas fatiguer ou alors micro-fatiguer pour avoir un effet aigu et rapide, quoi. Exactement. Et optimiser la performance sur un instant T, mais dans les 6 à 24 heures, quoi. Exactement. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à y rajouter. C'est exactement ça. Mais c'est génial. Là, ici, vous voyez la On différence. dirait presque que je connais mon métier, quoi. On dirait presque qu'on a un bac plus 4 dans le truc. C'est un truc de malade. Ouais. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Closset. Damn, les gens! Non, mais super, voilà. Exactement, c'est exactement ça. Pouvoir comprendre en fait c'est quoi les influences au niveau physiologique dues à la fatigue d'un exercice, dues à la fatigue d'une séance. Et en fait, c'est là où on joue, c'est sur l'apparition de la fatigue et un peu sur le même concept que la surcompensation. Et il y aura un moment donné où on va, entre très gros guillemets, surcompenser dû à une certaine fatigue. Mais ensuite, comment est-ce que nous, on joue sur les stimuli, sur les stimulus donnés lors d'un entraînement et qu'est-ce qu'on veut amener et quand est-ce qu'on veut amener cette potentiation, quand est-ce qu'on veut qu'elle apparaisse, cette potentiation due à cette séance. Ok. Donc en gros, c'est exactement ça, le priming effect, où en gros, on a une surcompensation juste à certaines heures qu'on arrive à contrôler dû à l'entraînement, un entraînement plus doux, mais à un entraînement tout de même avant un match parce qu'on veut amener dans une fenêtre optimale physiologique d'activation pour un match. Et là, ici, vous avez un peu les différentes courbes pour comprendre. En gros, Excuse-moi, Vira. oui. Est-ce que vous avez le partage d'écran? Parce que j'ai rien, moi. Non plus. Ah, pardon. Ah, tu l'as pas partagé. Je l'ai pas mis, mince. Oh là là, le con. Attendez, je vais vous mettre ça. Il a tout sous les mains. Bah ouais, je suis con. Je suis là depuis le début, mais attendez. T'inquiète. Tout à l'heure, t'avais parlé de courbe aussi. Non, mais je l'ai pas, en fait. Ben oui, bah mince, en plus j'étais là, j'ai bien écrit, je vais dire est-ce que vous voyez, mais regardez ici, l'objectif, aller d'un A à un point B, l'optimisation, les qualités en vue d'un objectif, les KPIs, et après derrière, hop, c'était ça. Vira, tu peux juste remettre, ouais, on va dire, c'est comme si tu faisais la première page, c'est ça? Ou pas? Exactement, oui. Tu peux la décaler un tout petit peu vers le côté pour qu'on voit un peu plus. Ok,
Ouais, c'est carré. Ok. Parce que j'ai vos têtes sur l'écran, donc il faudra bien me Ouais, redire. En plus, sachant avec le comment on Ah, appelle ça, l'enregistrement, on essaiera de faire au mieux. Mais en gros, voilà. juste, c'est le séminaire combien? 15. Non, 18. Non, 18, Ah, c'est celui-là, 19. ok. Eh ben, j'étais nickel. Ah, mais merci beaucoup d'avoir dit, parce que sinon j'aurais fait le séminaire dans le vent depuis pendant une heure. Ouais. Très très drôle, mais bon, ça arrive. Bon, en tout cas, voilà. Premium méthode. Ici, on a les différents schémas avec la différenciation entre le priming, la PAP avec un post activation possession enhancement. Voilà, vous allez voir mon accent il est exceptionnel. Avec le priming et ensuite pour finir avec la supercompensation qui est en gros le terme en anglais. En gros, ce qu'on comprend, c'est que le priming, on est sur à peu près, je finis juste, mais on est sur à peu près sur une durée de potentiation entre les 4 et 6 heures jusqu'aux 48 heures, qui est différent par exemple de la PAP, d'accord, où la PAP, on va plutôt aller sur 10 minutes. Mais l'idée, en général, c'est toujours cette idée de surcompenser par rapport à un stimuli. Okay, c'est toujours ça l'idée, mais quels sont les différents timings, et c'est ça qui va faire la différence entre les différentes formes, donc la PAP, le priming et la surcompensation. Oui, dis-moi Thomas. Non, je me disais du coup, parce que quand tu avais fait ton séminaire, là, tu avais fait PAP et PAPE aussi, du coup, c'est quoi la différence entre PAP et priming? Bah, en gros, on avait vu que la PAP, PAP, en fait, c'était dû à comment on appelle ça, un stimulus très très fort, ok, et la PAPE, on était sur un stimulus un peu plus doux, ok, mais qui pouvait durer un peu plus dans le temps. Quand je dis un stimulus plus fort, ça va par exemple être sur un stimulus de force maximale, ok, alors que la PAPE, on est plus sur un échauffement d'une manière générale. Donc sur un échauffement où en fait on va avoir aussi des charges plus ou moins lourdes, mais on est dans cette idée d'échauffement et non pas d'un exercice qui puisse, un exercice à très très forte charge qui puisse envoyer vers une genre de surcompensation du système nerveux. Tu comprends? Ok. Et En du coup, gros, c'est ça ma question. Et moi, je comprends la différence entre PAPE et PAP, mais du coup, entre PAP ou PAPE et le priming, donc il y a la une. différence ici, bah là tu vas le voir, je vais vraiment zoomer maintenant sur euh, sur nos courbes, où en gros, tu vois ici que c'est exactement la même courbe. On est d'accord? Oui, Mais si tu regardes en bas, ok, les temps sont différents. Les temps de compensation sont différents. En gros, je fais ma séance à T0, ok? Donc, j'induis de la fatigue. Juste pour dire, le rouge est la fatigue, le bleu noir, pardon, la courbe noire est la performance, et le vert, ce qu'on appelle, on appelle la preparedness, qui est en gros que le système nerveux soit prêt dans un optimal de préparation, entre guillemets, qu'il soit actif. Voilà, c'est l'activation du système nerveux. Ok. Donc, ce que tu vois ici, c'est que c'est les mêmes courbes, mais juste, on va être là sur un temps en minutes, où en fait le PAP, le PAPE, on va être sur un temps très court d'activation et un temps très court, donc de cette courbe de preparedness, de fitness, donc en gros, euh, là où on est activé, où on est prêt à avoir une surcompensation, on va être prêt à avoir des performances plus élevées, ok, à ce point-là, et on est à peu près à 8 minutes par exemple, alors que le resistance priming, nous, ce qu'on cherche, c'est des heures après. Faire une séance par exemple la veille, faire une séance le matin, et avoir une préparation, être prêt au niveau du système nerveux, prêt au niveau physiologique, mais des heures après. Ok, et en fait, c'est ça la différence entre la méthode priming et la PAP, c'est que la PAP, on est sur des très courts instants, et le priming, on est sur des les plus longs moments de préparation, ok, d'influence de la séance. Des plus longues périodes. Exactement, merci, des plus longues périodes.
Comparé à la surcompensation, où en fait, c'est juste que le corps humain, s'adapte à la séance, au stimulus de la séance, il récupère de la séance après plusieurs heures, plusieurs jours, et là on contrôle un peu moins, comparé au priming, où là on contrôle un peu plus et on sait les liens, et on sait les liens qu'il y a entre la séance et le temps d'activation, par exemple. Ok. Alors que la surcompensation, on le contrôle un peu moins. En gros, l'idée générale, c'est de la surcompensation, mais tout dépend des timings et des périodes. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? C'est good. Ok, nickel. Donc, en gros, ici, on a un schéma. Donc, ces deux schémas-là sont repris de l'étude de Cuthbert et collaborateurs en 2024. En gros, ceux-là, c'était ceux sur le microdosage, où ils parlaient donc de la partie du persistence priming, où ils nous donnent en fait une idée donc des différentes surcompensations. Et ici, en gros, an example of the use of resistance priming and the fitness fatigue paradigm. Ok. Et en gros, les bénéfices théoriques. Où en gros, ce qu'on voit, c'est que je fais ma séance, chaque colonne, c'est ma séance, donc je fais ma séance, pardon, et j'ai de la fatigue qui s'accumule, ok, et ensuite je récupère, mais à chaque fois, mes performances, elles vont augmenter parce que mes séances, je les programme d'une certaine manière pour, pour pouvoir engendrer un pic de performance, ok, à un instant T. Ensuite, tout dépend de la séance, que ce soit une séance plutôt microdosée, etc. Ça, on le verra plus tard. Mais en gros, dans la théorie, c'est ça, c'est ce qu'on recherche, c'est de permettre d'augmenter à chaque fois la performance, augmenter à chaque fois la preparedness de notre athlète via une séance. Donc en gros, la séance de priming, c'est ce qu'on recherche. Par exemple, on va dire ma performance. Donc ma performance, je veux qu'elle soit à ce moment-là. En gros, je veux qu'à ce moment-là, ce soit mon match. Ok. Donc, je vais faire des séances de priming. Ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'on peut faire des séances de priming plusieurs fois dans la semaine, par exemple, pour engendrer un pic de forme au moment de mon match, par exemple. Ok. Donc, maintenant, on va passer à comment est-ce qu'on fait, quelles sont les recommandations pour ma séance de priming. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Enfin, pas qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Donc, on a beaucoup d'études en fait qui nous font un peu des résumés d'études, des méta-analyses qui mettent en exergue ou faire une séance de charge lourde, ou faire une séance de charge légère, ou faire une séance des deux. Euh, Ici, quand on parle de charge lourde, on parle de charge au-dessus de 85% RM, au-dessus et égal, pardon, et les charges légères entre 30 et 40% RM ou moins. Et je vous comprendrai le pourquoi ou moins par rapport à une étude euh, qui nous montre qu'on peut même faire des séances de priming, même avec très peu de matériel, voire pas de matériel, voire que des élastiques, etc. Donc en fait, on, on s'oriente vers tout le monde, vers tout type de pratiques, vers tout type de conditions et de contexte. Bref. Peter Harrison, en 2019, il nous montre que les charges lourdes vont avoir comme pic de forme, ok, à peu près entre 4 et 6 heures après la séance, comparé aux charges légères qui sont entre 24 et 48 heures. Là, pour l'instant, ce que je vais vous faire, c'est juste, je vais vous lister ce que nous dit la littérature, d'accord? Parce qu'il y a certaines choses où ils sont un peu contradictoires. Mais aussi, c'est pour montrer une chose, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas encore très très précisément l'influence de tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des pics de forme à peu près dans ces heures-là, ok? Mais on ne sait pas encore précisément, ok, ça va être à 3h49, où cette charge-là bien précise, elle va induire ça.
Ok, de toute façon, c'est toute la littérature d'une manière générale, elle est individu dépendant, donc on sait que ça dépend de chaque individu et que ça va être différent chez un, différent chez autre, et qu'il va falloir réadapter. Ça, je vous apprends rien. C'est même l'essence même de notre travail. Sinon, il faudra juste demander à ChatGPT. C'est pareil pour tout le monde. Donc bref, pour reprendre. Donc les charges lourdes entre 4 et 6 heures, les charges légères entre 24 et 48 heures, mais on est sur des exercices simples. On reprend sur une notion, on ne va pas mettre des exercices compliqués le jour d'un match ou près d'un match ou près d'une compétition pour pas avoir ce stimulus trop compliqué au niveau des apprentissages moteurs et donc induire une fatigue liée aux apprentissages moteurs. Ce qu'on nous dit, c'est que, donc, par exemple, dans les exercices simples, on a des sauts, des squats, de l'haltéro, donc des semi-techniques d'haltéro, du bench press ou du bench pull. Sur le bas du corps, on nous préconise 2 à 4 séries de 3 à 5 répétitions sur 2-3 groupes par groupement musculaire, ou pour le haut du corps, ce qu'il nous dit, c'est un petit peu plus. Donc, il nous dit pas vraiment X ou Y, il nous dit juste c'est un petit peu plus. Ok. Kutzberg, dans son étude sur le microdosage, il nous avait montré en fait comment est-ce qu'on peut couper notre semaine, en microdosage pour ensuite avoir toujours des adaptations au fur et à mesure de l'année et même que ce soit au fur et à mesure donc de la semaine d'une manière générale, sans avoir de fatigue, etc. Ce qui nous avait montré, donc on avait l'option le lundi avec une option 1 où on fait une séance dans la semaine, où on fait 3 séances dans la semaine, ou l'option C, pareil, 3 séances dans la semaine, mais avec beaucoup moins de choses. Ce qui nous intéresse, d'accord, c'est le jeudi, donc le jeudi parce qu'on est très proche, par exemple, du game day, donc game day -2, la méthode priming, dans certaines études, il nous parle entre 4 et 6 heures, d'accord, jusqu'à 48 heures, voire peut-être des fois 72 heures, d'accord, selon. Donc on est toujours dans cette idée de surcompensation. Alors, dans ce game day -2, on est dans cette tranche de 48 heures. Donc, ça devrait le faire. Donc ici, il nous parle, en fait, soit 1 x 5, 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 ok, sur du bas du corps, ou sinon, parce qu'on l'a bien réparti dans la semaine, donc sur une notion de microdosage, sur du push press, 3 x 5, sur du depth jump, 3 x 5, et c'est suffisant, ok. Ce qu'on veut pas, c'est fatiguer la personne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans une logique de microdosage, dans une logique où en fait on a fait toutes nos séances de la même manière, où en fait on fait du microdosage sur toute l'année, ben on va garder une logique et pareil avant un match, donc soit tronquer une série de chaque, soit 3 séries avec très peu d'exercices. Ok. Ce qu'on nous a, une étude, ça je vous l'ai pas mis ici, mais il y a une étude aussi qui dit, je crois que c'est dans l'étude de Peter Harrison, où en fait on a certaines études qui fait référence, où il dit que une activation en méthode priming que de travail du haut du corps a eu un effet sur un match, mais plutôt bas du corps. Okay. Donc on n'est pas obligé d'avoir forcément une stimulation bien spécifique des groupements musculaires qui vont travailler. Okay. Mais ça, c'était juste quelques études qui en parlaient. Lui, il l'a pas retenu, par exemple, dans sa conclusion de fin. Mais peut-être avoir quelque chose à avoir en tête. Peut-être que un athlète ou une athlète qui est fatigué de la semaine au niveau des membres inférieurs, peut-être que même faire une séance plutôt axée membres supérieurs sur cette idée de priming méthode avant un match ou avant une compétition, bah, ça pourrait avoir un effet bénéfique pour lui. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on peut garder aussi dans un coin de notre tête. Lucas Pereira, dans son étude donc, de 2025, de l'année dernière, okay, qui parle donc des exercices priming et de son impact, okay, nous a à peu près listé je l'ai pas. Attendez. Ah si, il est juste au-dessus. Qui nous a listé
ces exercices-là. Donc des exercices plutôt traditionnels. Donc quand je dis des exercices, c'est pas que les exercices, c'est une séance, pardon. Une séance plutôt traditionnelle autour d'un squat, autour de des variations de squat. On est à peu près sur 3 à 4 séries par séance. OK? Par séance. À la séance. Sur les mouvements balistiques, donc tous les mouvements balistiques, ça va être des mouvements de projection, que ce soit de corps ou de corps externe, donc que ce soit des sauts ou par exemple de travail avec un medicine ball, donc jeter des medicine balls, par exemple des exercices d'accélération avec un medicine ball, on pousse, on accélère derrière. Ok, donc tous des mouvements balistiques. On va être plutôt entre 5 et 6 séries. Et il y a aussi certaines études sur la méthode priming qui elles mettent plutôt comme exercice de priming des sprints. Ok, des sprints c'est coûteux, c'est compliqué, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est que des exercices en course de inférieur ou égal à 40 mètres ou inférieur ou égal à 6 secondes. Mais tout de même, ça reste quand même très compliqué. C'est pour ça que c'est individu dépendant. Peut-être, je sais pas moi, faire avec des sprinteurs de 100 mètres, faire juste le matin même ou avant le jour d'avant, faire 2 à 6 courses, bah, pour eux, ça peut être intéressant. En fait, eux, ça les met pas non plus en danger parce qu'ils ont, ils ont une bonne technique et qu'ils sont habitués à ce genre de stimuli. Mais je ne sais pas, peut-être à des footballeurs, ça peut être un peu plus risqué parce qu'ils sont pas aussi experts dans l'exercice du sprint. Ok, et qu'ils sont plus euh, habitués à des accélérations très très fortes et le nombre de sprints à Vmax, elles vont être un peu plus limitées, sauf peut-être pour des postes d'avant-centre par exemple, ou de latéraux qui eux peuvent plus atteindre des hautes intensités, peut-être 100% de Vmax. Ok? Il y a peut-être aussi une notion de spécificité et de peut-être pas spécification, mais spécificité dans le priming, où un peu comme on disait l'autre jour, du microdosing, entre ce qu'est du microdosing et du maintien pour un triathlète professionnel et un basketteur amateur, ça n'a rien à voir. Ce que tu vas faire en maintien pour un triathlète sera du développement pour quelqu'un d'autre, etc. Et peut-être que on va dire là, en prenant 4 sprints pour un sprinter, effectivement, ce sera du priming. Quand 4 sprints pour quelqu'un d'autre de autre chose devient du travail. Donc voilà. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec la méthode priming, bah, c'est que c'est adaptable à tout le monde. Et c'est aussi une contrainte, c'est qu'il faut l'adapter à tout le monde. Dans mon équipe, je sais pas, je vais prendre voilà, une équipe de hand. Et je vais avoir certaines personnes qui vont avoir plus de meilleures réponses à un certain stimulus, donc à un certain exercice, à une certaine type de séance. Donc avec elles, je vais plutôt favoriser ce genre d'exercice plutôt qu'avec d'autres, je vais plutôt avoir ce genre d'exercice. Et c'est aussi quelque chose qu'on construit tout au long de l'année. Où en fait, au début, on va pas dire que ça va pas être parfait. En fait, nos séances, elles vont pas être parfaites parce que du coup, elles vont nous donner un feedback, etc., etc. C'est pour ça que en début de séminaire, je vous disais, on est un peu hors période, mais en vrai pas forcément parce qu'on est off saison et c'est peut-être maintenant qu'on peut tester ce genre de choses et mettre en place des routines de préparation d'avant match qui peuvent être ensuite utilisées durant l'année et durant la saison. Déjà, oui, tu peux le tester. Je sais que nous, au Canada, c'était très individu dépendant. On le proposait avant les matchs le samedi matin. Il y a des mecs qui venaient et qui voulaient même faire encore un peu plus, tu vois. D'autres qui faisaient vraiment que ce qu'on disait et d'autres qui faisaient même un peu moins en fonction de comment ils se sentaient. C'était très individu dépendant. Et après, ça dépend des sports. Regarde-moi le tennis avec les jeunes. Là, l'été, c'est une grosse période de tournoi. Ça dépend en fonction des sports, peut-être sport individuel, tu vois. Je sais pas comment c'est le judo, par exemple, s'il y a des masters ou des tournois aussi, des compétitions, ou si c'est fini, si ça se calque un peu plus sur les sports collectifs. Mais nous, dans le tennis, là, clairement, c'est un truc que j'aurais pu tester justement de septembre à aujourd'hui. Et avec mes gamins, commencer à l'implémenter aujourd'hui. Donc, c'est toujours des trucs qui sont, en fonction de ton sport, les calendriers sont pas tous even. Donc, toujours des trucs intéressants.
Mais ouais, c'est très individu dépendant, comme tu dis, et il faut le tester. Ou alors, faut connaître tes athlètes. Si tu sais que moi, je les connais très bien parce que je les vois, c'est très individualisé, euh, vu que j'en ai pas beaucoup. Mais je sais que si je leur fais faire 3 sprints à Vmax, en fait, ça va être juste la moitié de ce qu'ils ont chaque semaine. Donc, si je leur fais que 2 ou 3 la veille ou même avant un match, c'est pas ça qui va les cramer, qui va les farcir. Par contre, je sais que si je leur en fais 8 ou 6, là, on est dans ce que nous, on considère d'habitude du travail. Donc, ce qui sera ça pour un coureur professionnel du priming, et nous, on sera comment dire, du développement. Et donc, il s'agit de connaître tes athlètes, comme tu disais, c'est très, très personnel, quoi. Exactement. D'ailleurs, là, tant qu'on est en train de discuter, est-ce que vous avez d'autres questionnements, ou en Oui. tout cas, est-ce que vous Ouais. avez pareil, quelque chose sur lequel vous voulez rebondir dans votre contexte? Ouais, j'ai juste une question sur dans ce que tu viens de dire, Clossé, et toi, peut-être que ça va être dans la suite, mais du coup, comment est-ce que tu sais réellement que ça a un impact positif sur ton match? Qu'est-ce que tu mets en place, ou est-ce que tu as mis des choses en place, Clossé, toi, avec quand tu étais au Canada? Comment tu sais? Parce que ok, t'as géré ta charge pour dire que c'est du priming parce que c'est que 50% c'est que 30% de son volume total, donc ça va aller. Mais est-ce que tu sais réellement que ça a un impact positif sur son match le soir, et comment est-ce que tu peux le justifier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, si ce n'est que du subjectif, des ressentis ou des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui permettent de dire ouais, ça a réellement eu un effet? Bah écoute, moi j'avais pas accès à un truc, ça aurait été bien de le tester sur le foot parce qu'on avait des GPS, donc on aurait pu voir, bah oui, entre ce match-là où elle a fait, ce match-là où elle a pas fait, effectivement, elle a une Vmax, où elle a passé plus de temps à Vmax ou que sais-je, ou ses accélérations, ses décélérations, on aurait eu des datas un peu plus quantifiables. Pour le football américain, on n'avait pas parce qu'ils n'ont pas de trucs, donc pour eux, c'était uniquement du ressenti. Et c'est pour ça que on l'a introduit. Enfin moi, en fait, ça a été introduit quand je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, c'était la fin de la saison. Et je suis parti avant le début de la saison suivante. Du coup, je l'ai vu que très peu. Je sais juste que ça s'était proposé. Mais justement, je leur ai demandé et ils m'ont dit, écoute, ils font ressenti. Il y a des joueurs qui se sentent bien en le faisant. Il y a des joueurs qui se sentent pas bien. On remarque quand même que généralement, plus tu le fais, plus tu te sens bien. Enfin, du moins dans les ressentis. Euh, mais ils avaient rien de métrique, tu vois. Après, moi, j'avais fait une petite étude, un petit truc, j'avais accès aux plateformes de force, j'avais fait venir des joueurs et j'avais testé un peu justement, et puis même, je crois, je l'avais fait sur moi, essayer de faire, je crois, c'était de l'iso, tu vois, je faisais de l'overcoming sur du back squat et derrière, je testais mon squat jump et mon counter movement jump et tu vois effectivement qu'au bout d'un certain temps, enfin, ça monte et après ça diminue. Donc c'est un vrai effet euh, le physiologique, tu vois. Et après, ça a peut-être aussi un effet aussi, comment on dit, placebo. Hein, je sens que je me suis bien réveillé mon corps, j'ai fait une petite activation, un petit peu d'endorphine, un peu de trucs, et hop, là, je me dis, allez, c'est bon, là, je suis prêt à performer. Peut-être qu'il y a un peu de tout. Mais moi, j'avais pas de. Et même là, le tennis, on le fait pas, tu vois. Mais sauf des warm-up normaux, classiques, on va dire. Mais du coup, ce qui est pas du priming, c'est plutôt de la PAP E, du coup, vu que c'est à quelques minutes. Même quand on fait toujours un peu de plio, un peu de trucs, c'est de la PAP E au final, c'est pas du priming. Mais in fine, c'est que du ressenti tout le temps, quoi. Le, Dans les études, ce qu'ils ont utilisé pour voir, on va dire, les potentiations au niveau des heures, c'est par exemple, ils refont des tests. Donc, par exemple, un test un CMJ avant, avant compétition, etc. Et ensuite, tu regardes avec son CMJ moyen, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est des tests qui te permettent, toi, d'avoir une certaine, entre très gros guillemets, sûreté de l'exercice et de son effet. Ensuite, la grosse partie, c'est comment il se sent et le feedback de la personne. Mais en tout cas, dans les études, ce qui nous montre, la plupart, c'est ils refont certains tests avant, donc à certaines heures, et ensuite ils voient comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc, mais ça, voilà, on est dans un contexte d'études complètement différent du contexte
complètement différent du contexte de match, etc. Donc, ce que tu peux faire tout de même, c'est, je sais pas, tu peux tester une fois en disant, vas-y, on va faire un CMJ. Parce qu'on sait, on connaît la corrélation entre le CMJ et la fatigue. Euh, et donc, d'ailleurs, c'est un très bon révélateur de la fatigue, donc un très bon test à refaire lorsque tu te poses la question, est-ce que mes athlètes sont fatigués ou pas, encore à des hauts niveaux, dans des clubs de haut niveau, ils le font encore, test de CMJ tous les jours pour voir comment est-ce que les gens, s'ils sont fatigués ou pas. Du coup, tu peux l'utiliser aussi d'une certaine manière avant compétition pour voir si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné, tu vois. Ou même juste, voilà, feedback. Ouais, j'ai quand même les jambes lourdes, je me sens un peu pataude, etc. Et là, tu sens que t'as, t'as mis à côté, quoi. T'as botté en touche. Mais bref, voilà. Après, je Euh, trouve que ça peut être assez compliqué si on prend en compte l'entièreté des facteurs de performance. Genre, par exemple, tu vas être beaucoup plus activé, ok, donc système nerveux, il va être ok. Mais est-ce que les restes des compétences que tu peux avoir sur le match qui sont importantes, genre peut-être une concentration, est-ce que du coup ça a un biais sur la concentration? Est-ce que ça peut être néfaste sur d'autres facteurs de bah, performance? souvent, imagine, la partie concentration, ça va être plutôt lié à la fatigue d'une manière générale. Donc, si la personne elle est fatiguée, pareil, t'as botté en touche. Si par contre après toi dans ta séance, tu peux faire plein de choses. T'es pas obligé de faire que de la muscu ou quoi. Tu peux aussi mettre en place des routines cette fois-ci d'un point de vue de mentaux, routine de travail, etc. Et qui te permettent aussi de te mettre dans des circonstances, dans des super circonstances. C'est là où il n'y a pas qu'une seule séance, il y en a plein des séances. Pardon, là on parle juste pur et dur donc d'exercices et de leur effet, et d'une séance et de leur effet, mais à voir comment tu peux les implémenter pour pouvoir permettre, enfin que ce soit encore mieux, quoi. Tu vois. Ouais. Mais c'est pertinent cette partie plutôt mentale. Est-ce que ça va impacter ma concentration? Est-ce que ça va impacter, je sais pas, et si j'ai eu des mauvaises sensations, je vais prendre un exemple, mais des gens ils sont habitués à faire beaucoup de squats, par exemple, je sais pas, et ils vont en refaire un, ils ont eu des mauvaises sensations sur leur squat, ils vont se dire putain, mais en fait j'ai fait de la merde. Tout dépend ensuite de la personne, mais je sais que par exemple, mes jeunes de l'athlétisme, il y en a beaucoup. S'ils ont pas une technique irréprochable, etc. Derrière, ils vont me dire, ah non, mais en fait, c'était pas bien. Alors que moi, je dis, mais c'est pas ça que je recherche. Moi, je recherche pas que tu aies une technique irréprochable. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses fort, que tu fasses vite dans certains contextes. Si la technique, elle est assez bonne pour ne pas engendrer de problèmes derrière, en fait ça me va. Mais là on n'est pas non plus sur des très très grosses charges. C'est comme par exemple tu leur dis pour le travail en puissance, tu leur dis tu mets maximum de vitesse, etc. Mais parce que la barre elle était quand même assez lourde, ils ont l'impression, enfin ça va pas très très vite, mais donc ils ont l'impression de pas aller vite. Et ensuite ils vont se dire ah non mais en fait c'était pas assez rapide et tout. Et après ils vont garder ça. Il y en a certains qui gardent ça pendant l'entraînement par exemple. Donc peut-être qu'ils peuvent garder ça pour aussi une compétition si c'est fait, mais ça après derrière c'est qu'est-ce que j'implémente à l'intérieur de ma séance pour enlever ces biais psychologiques, ces biais cognitifs qui peuvent tout et rien dire. Du coup, bref, pour continuer, en fait, sur toujours cette partie de quoi. Peter Harrison, mais je ne sais pas si c'est le même, mais je pense que c'est le même. Mais cette fois-ci sur le blog de Martin Buchette Eat Science, qui a fait un article très complet et je trouve plus clair si c'est lui, en tout cas que son article scientifique, où il nous parle de la méthode priming. Et ici, la fatigue engendrée d'exercice et leur recovery, la recovery, j'ai plus le nom, j'ai un trou. Pas Récupération. récupération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dictionnaire pour vous servir. Bah, mon nouveau métier, du coup, vu que j'arrête. N'hésitez pas, si vous voulez des coachings dans les DM, allez-y, hein. Balancez les DM, 100 balles de l'heure. Allez, les gars.
le petit Closet. C'est plus le petit Robert, c'est le petit Closet. Euh, mais bref, en gros, il nous dit, donc dans cette figure, par exemple, on voit que 8 fois 6, donc je ne sais pas si c'est 8 séries ou c'est 6 séries, c'est pas très très bien, mais je pense que c'est 8 séries de 6 répétitions de squat jump à max power load. Donc on est à puissance max, ok. Donc en fait, il faut avoir les courbes de charge vitesse pour pouvoir comprendre pour pouvoir comprendre ou de force vitesse en squat jump pour pouvoir ensuite avoir la bonne charge à puissance max. Où en fait on va avoir une fatigue quand même assez, on va dire, légère comparée aux deux autres, et en gros on va surcompenser à peu près à 3-4 heures après, quoi. Ok. Ou encore, ici on repasse au-dessus à peu près à 48 heures après. Ok. Euh, En back squat, front squat et ou leg extension à 6 RM 3 x 6, on va avoir donc une fatigue un peu plus élevée, ok. Et on va passer cette courbe d'homéostasie seulement aux 36 heures. Et là, on est à 3 x 8 back squat à 8 RM, ok. Et là, on va arriver à 62 heures après. Ok, donc ça nous donne à peu près une idée. Donc ici, on est sur un travail en puissance, et donc on va avoir une surcompensation quand même qui va intervenir assez rapidement. Euh, dès qu'on passe un peu plus sur de la force, ok, et ben là on va avoir une surcompensation un peu plus tard. Et ici, ce qui renvoie, c'est un peu contradictoire à ce qu'il disait, comme je vous dis, dans cette étude-là, où on est sur des charges lourdes à 4 à 6 heures, alors qu'ici, charges lourdes, on est plutôt à du 36 heures, entre 36 et 48 heures, et les charges légères, 24 à 48 heures. Bah ici, oui, on voit que les charges un peu plus légères, on va mettre jusqu'à 72 heures, mais en tout cas, on est sur des charges. Est-ce qu'on pourrait dire que les charges à puissance max, elles sont considérées comme charges légères? Je sais pas trop, ok. On est un peu, on est sur un entre-deux, mais en tout cas, ces temps-là, ils sont à mettre entre guillemets. Je ferais plutôt confiance plutôt à ces temps-là, parce que, en tout cas, l'article est beaucoup plus, comment dire, clair, et vous comprendrez un peu plus aussi. Après, on en fera une petite partie à quand est-ce qu'on fait les séances et quand est-ce qu'intervient cette part de surcompensation. Tout à l'heure, je vous parlais de pas beaucoup de matériel. Eh ben regardez, ici on est en plein dedans. Les réponses après un priming, on voit qu'on est 2 heures après 4 x 3 band resisted. Donc avec des élastiques, un bench press avec des élastiques, où on est, hop, ici, le pic qui intervient 2 heures après. 3 x 3 à 80, 90, 100% de 3 RM, hop, à peu près 6 à 6 heures. Ici, les squat jump, à peu près entre 24 et 48 heures. Ok? À 40% de 1 RM. Ok, donc ici, on est dans cette phase comment dire, de puissance. Et même là, en soi, ça reste quand même, euh, ah, ok. Alors là, c'est moi qui me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai dit ici que c'était au moment de la surcompensation, mais non, c'est la fatigue. Et ensuite, comment est-ce que je récupère? Et ici, c'est comment est-ce que, pas non, je ne récupère pas, mais où est-ce que va arriver ma surcompensation? Donc ici, 2 heures, 6 heures et 24 à 48 heures. Pardon, je me suis trompé dans mes explications ici en vous montrant. Mais d'une manière générale, ce qui revient dans son étude, dans son article, c'est qu'il faut utiliser plutôt peu de volume et beaucoup d'intensité, ce qui revient exactement en fait sur ce dont nous avait parlé Cuthbert dans son microdosage. On est plutôt sur du peu de volume et beaucoup d'intensité. Ok. Maintenant, on va plutôt aller vers quand. Quand est-ce que je fais? Cuthbert, il nous place en fait des exercices de priming, que ce soit dans la même journée ou que ce soit la veille. Okay, resistance training, ici priming effect sur le day 2, etc. C'est tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant.
je vais pas m'attarder dessus. Harrison, dans Eat Science, en fait, il nous dit que ce qui est plutôt envisageable dans une semaine d'entraînement, c'est plutôt l'exemple 2 et l'exemple 4. Pardon, hop, je zoome un peu plus, comme ça vous voyez bien. C'est l'exemple 2 ou l'exemple 4. Où en fait, on va avoir un match day moins 3, en fait, une séance normale, à peu près, ok. Et ensuite, sur match day moins 1, avoir une séance de power qui va ensuite induire un pic de performance 24 heures après, ou dans la même journée, 4 à 6 heures avant, plutôt 6 à 8 heures, oui, 4 à 6 heures avant, un exercice en priming. Ok. Dans ces exercices, par exemple, ici, on a une séance type. On a les séances qui ont été proposées dans Match Day -1 et dans Match Day, le truc en priming, où en fait, la séance de power, donc 24 à 36 heures avant, 3 x 3 un vertical jump à 30% RM, 3 x 3 bend resisted broad jump et 3 x 3 bend assisted scalar jumps. Ok, bend resisted, c'est pas assisted, c'est resisted. Ok, donc on voit quand même une séance quand même assez courte. Il y a 3, 6, 9 séries sur des charges quand même assez faibles et à des vitesses quand même assez élevées. Ok, ici en priming, on est à 3 x 2, demi-squat à 60 à 80% RM. Donc dans le même jour, on va chercher des charges plus élevées, mais vraiment très très peu de volume. 2 x 3 unloaded jumps, que ce soit en vertical, en horizontal ou en latéral. Et on nous dit que ça, c'est ce qui est plutôt à préconiser si on veut utiliser une méthode priming, donc que ce soit match day -1 ou le jour même de l'entraînement. Ok? On l'a ici aussi. Hop. Donc match day aussi, pré-competition, 3 à 3 secondes d'isométrique effort, donc ce que nous disait Closset tout à l'heure, 2 à 3 fois 2 à 3 répétitions d'un exercice de force à 70 à 85% d'RM, un sled push, moderate to highly loaded, 4 à 8, 60 à 80 mètres, tempo running effort, build to sprint, donc on accélère petit à petit. Donc ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, d'accord, donc à réadapter, mais intéressant de voir un peu les séances et comment elles sont faites, et on nous dit que ça fonctionne. Ici, Lucas Pereira, donc par rapport à ici, traditionnel ballistic sprint drills, ça rejoint à peu près ce qui a été dit aussi par Harrison. Donc, sur des exercices, 1 à 7 exercices par groupement musculaire, 3 à 6 sets, ok, au-dessus ou égal à 30% de ARM, qui peuvent aller donc d'un intervalle de 2 à 33 heures d'influence de priming. Ballistic exercises 1 à 3, 3 à 6 à 24 heures, ok, donc de unloaded jusqu'à 80% d'un ARM, donc de 6 à 24 heures. Et ensuite les drills de sprint, ok, qui ont, on avait dit entre 2 à 8 sprints, en dessous ou égal à 40 mètres, entre 5 à 48 heures, ok. Donc on est carrément dans les mêmes préconisations entre très gros guillemets, pardon, mais faire attention, plus on va tabler haut, que ce soit au niveau du nombre d'exercices, soit au niveau des reps, au niveau des répétitions, et plus on va tabler haut aussi sur un moment de surcompensation. Ok ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tout à l'heure, j'étais un peu flou sur cette partie-là du Eat Science, mais je pense que j'ai rectifié un peu le coche derrière. Depuis qu'on a un diapo, c'est un peu mieux, je crois, déjà, non ? Vraiment. Je rigole. Non, mais oui, c'est. Après, c'est des trucs, c'est des recommandations toujours un peu. Mot aléatoire et pas du tout bien employé, mais tu vois, par exemple, là, quand tu traditional resistance exercises, 1 à 7 exercices, Oui, 3 à 6 répétitions de 1 à 12 reps. Bon, si tu fais 6 séries de 12 reps sur cet exercice, ça ne marche pas. Voilà. voilà, exactement. Non, Mais
Ça demande d'avoir un peu de jugeote et un peu de réflexion et de connaître un peu chaque qualité, comment tu développes et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, connaître tes athlètes, connaître ton contexte. Attends, le contexte, mais les athlètes, quel sport ils pratiquent, quel groupe musculaire et quelle qualité physique ça engendre. Si tu travailles d'une manière complètement différente, tu vas peut-être avoir une fatigue supplémentaire, une fatigue accumulée, des courbatures, parce qu'on sait que le corps s'habitue à ce qu'il fait. Donc peut-être que si tu fais une première session de sprint, tu vas avoir mal aux ischios. Et du coup, si tu utilises le sprint comme priming alors que tu n'en fais jamais, tu vas risquer d'avoir des courbatures aux ischios. Alors que Exactement. tu fais du sprint deux fois par semaine, ce sera pas un problème. Et du coup, il faut toujours se réadapter à ce que tu connais, à ton contexte et à tes athlètes, quoi. Exactement. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Vu comme tu nous as sorti ce qui était intéressant dans les articles, c'est sûr. Mais est-ce que dans ces articles-là, ils prennent en compte le contexte, le contexte et tous les autres facteurs de performance qu'il peut y avoir autour de ça? Non, ils sont très bruts C'est vraiment. ils sont très bruts sur les exercices, la séance, quand est-ce qu'on l'a fait et quand est-ce qu'il va y avoir un pic de performance. C'est tout. Et t'as une méthodologie derrière cette sortie d'analyse ou vraiment ils ont fait juste un test sur des grandes, genre un groupe qui était assez conséquent où ils ont vraiment, c'est vraiment des mecs qui se disent Non. ça c'est bien parce que c'est ça qui est bien, ou est-ce qu'ils ont vraiment fait des tests? Je peux pas vraiment répondre à cette question-là parce que ce que surtout je suis allé chercher, c'est genre des méta-analyses, des reviews, etc. Donc en fait, ils reprennent des études et ils les compilent et ils essaient d'en sortir c'est quoi le mieux, tu vois. Ok, ouais. Ouais, t'inquiète. Mais à chaque fois, tu avais un grand nombre d'études qui revenaient sur les différentes méthodes. Et tu vois qu'en fait, des méthodes que plein d'études ils ont utilisées sont complètement différentes les unes des autres. Donc, ce qui en ressort, donc par rapport à ces reviews, c'était pas vraiment des reviews, hein. Je dis des mots review, mais donc, le nom des études, c'est pas review of, ok, ni méta-analyse of. C'est juste donc des études qui regroupent d'autres études et qui analysent d'autres études. Et d'une manière générale, ce qui ressortait, c'était ces réflexions-là et plutôt ces travaux-là et ce genre d'exercice et ça surcompensera à X temps. Voilà. Ok. Mais c'est intéressant de revenir derrière sur la méthode des études. Mais ça, il faut le faire plutôt dans une deuxième partie. Et je pense que c'était pas trop le but aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plutôt comprendre et qu'on peut mettre des choses en place, que tout a un lien, tout va avoir une conséquence, mais derrière, il faut réadapter le contenu à chaque personne pour gérer les conséquences et ne pas au contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un effet bonifique. Je sais pas si c'est français, mais avoir un effet positif sur la performance et pas avoir un effet négatif sur la performance. Bénéfique. Ouais, j'ai dit Bonifique. bonifique. Bonifier, c'est bon aussi, tu vois. Bonifier, Non, mais mais- bonifique, malheureusement, niveau, voilà, langue Je pense- française. Non, mais je pense Peut-être dans la Rose 2027, bénéfique. non, ce sera dans le Clarus. Dans le Clarus. Dans la Rose 2027. Mais ouais, je pense que j'ai pris bénéfique et bonus et je l'ai mis ensemble, tu vois. Mais bref, voilà quoi. Ouais, super. On a. Non, mais c'est intéressant en tout cas. Et puis c'est bien, il y a les informations sur tel entraînement en théorie et à peu près du coup cette dose, charge, volume, ça te donne des effets à tant de minutes ou à tant d'heures. Et du coup, après, à toi d'adapter ton contenu, notamment en termes d'exercice, en termes de variété, de ce que tu vas apporter, de ce que tes gamins ou tes joueurs ont travaillé sur les derniers cycles, donc ce à quoi ils sont habitués, et réutiliser ça, le retravailler, le réutiliser, le réinvestir dans ces séances de priming. Et comme tu disais, je pense que c'est important, utiliser ça en pré-saison en fait, et faire des tests en pré-saison où tu sais que tiens, cette semaine on va tester ça, on va tester cette séance-là, et le lendemain je te ferai faire un test ou un truc un peu en condition, tu me diras un peu ce que tu en penses, ou alors si tu as un match, tu as des matchs d'entraînement, ou alors des matchs, comment on dit, amicaux,
match amical, et bah vas-y, écoute, on fait ça, et puis tu me dis ce que t'en penses. Au début, c'est obligatoire, comme ça tout le monde se teste, tout le monde voit, et après tu dis, bah moi je préfère quand j'ai pas, quand je fais light, quand je fais un peu plus, quand je fais un peu moins, et voilà. Exactement, c'est ça. Ou ceux, par exemple, celles qui veulent pas faire, bah, peut-être que toi, tu peux la faire placer, tu peux faire passer la séance comme une séance un peu plus traditionnelle à la veille ou 48 heures avant, et tu fais de manière à, pam, te dire, bon, bah, ok, la manière dont j'ai créé ma séance, on est un peu dans ce délire-là de priming, sauf que bon, bah, ce sera pas le jour même ou la veille au soir, et ça sera un peu avant, mais toujours un peu en manière. Ce qu'on voit, c'est que voilà, on a vu sur, par exemple, celui-ci ici, on est entre 2 à 33 heures, 6 à 24 heures et 5 à 48 heures. Euh, donc voilà, ça nous permet de quand même jouer avec plein de variables, mais d'une manière générale, ce qui revient, c'est, hop, que je retrouve, c'est ça, low volume, high intensity, c'est ça qu'il nous faut, surtout.